Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, les previews du week-end. Comme vous le savez, on est jeudi. Tout de suite, les petites brèves. Eh bien, en brève, déjà, Kyle Pitts qui est de retour pour Florida. Guigui, t'es content? Extrêmement content. Le meilleur joueur offensif avec Kyle Trask de Florida qui est de retour. Et puis, voilà, pas grand-chose à dire non plus au niveau des brèves, juste annulation de match comme d'habitude, dont un Wisconsin-Minnesota. Wisconsin-Minnesota qui s'était joué chaque année depuis 1907, donc il y a 113 ans. 113 confrontations en 113 ans, et ça sera annulé cette fois-ci à cause du Covid. Covid de merde. On passe tout de suite à l'A-People, au classement A-People, qui est sorti cette semaine. On ne va pas épiloguer là-dessus parce qu'on a déjà le classement du CFP pour les playoffs qui est aussi sorti mardi dernier. Alors, au niveau de l'A-People, en quintuple de tête, on a Alabama en numéro 1, Notre-Dame numéro 2, Ohio State numéro 3, numéro 4, Clemson et numéro 5, Texas A&M. Mais on va tout de suite passer au classement des college playoffs. Et oui, le premier classement est donc sorti. Et nous avons donc un top 25 avec en numéro 1 Alabama, numéro 2 Notre-Dame, numéro 3 Clemson, numéro 4 Ohio State. Donc pour l'instant, c'est le créateur de tête qui participera aux playoffs. Numéro 5 Texas A&M, numéro 6 Florida pour Guigui, numéro 7 Cincinnati, Northwestern en 8. Voilà. Les amis, j'invite déjà les auditeurs à aller rechecker ce classement en ligne ou à nous demander, on leur enverra volontiers. Qu'est-ce que vous voyez, vous, les gars, comme anomalie, on va dire, dans ce classement? Et ça a pas mal fait jaser. Il y a des choses qui ont pas mal fait jaser. Anytime, anytime, anywhere, c'est ça? C'est ça. Il marche pas ton argument parce que officiellement c'est pas BYU qui a refusé de jouer face à Washington, c'est juste que les conditions qui étaient que la Pac-12 et que Washington proposait à BYU étaient trop hautes et eux ils n'avaient pas les garanties nécessaires pour jouer. Personnellement, moi ce que j'ai surtout entendu c'était qu'ils voulaient pas parce que dans les garanties comment ça s'appelle? Les règles de la Pac-12 indiquaient que le match pouvait être annulé jusqu'à jeudi et que eux voulaient pas prendre ce risque-là. Ça se comprend, non? Oui, peu importe la raison, moi j'appelle ça un refus, donc j'appelle ça avoir refusé de jouer. Mais quel refus? Merci. BYU, ils ont un programme depuis longtemps. Ils devaient jouer face à des équipes de la Pac-12 et de la Big 12 notamment. Ces deux conférences ont faire des matchs. Et me dites pas que BYU, après, quand ils ont su que c'est les conférences du Power 5 refusaient de jouer contre des équipes d'autres conférences, me dites pas que BYU est resté sur ses positions et n'a pas cherché à aller contacter des universités de ces conférences pour durcir leur calendrier. Donc c'est un peu de la mauvaise foi de dire que BYU se repose sur ses lauriers, où BYU n'a pas voulu jouer face à des équipes ils ont pas voulu pour le coup, si. Mais ils ont pas bégayent. Ceux qui ont bégayé, c'est les grosses conférences qui n'ont pas voulu jouer face à des équipes hors conférence. Donc c'est d'ailleurs pour ça. Frérot, la SEC, elle joue du FCS. Qu'est-ce que tu veux qu'on... Elle joue du FCS parce que la SEC a le droit de faire que un match hors SEC. C'est incomparable. Moi, j'appelle ça bégayer. Alors, ce qu'il faut quand même se mettre... on va faire ce débat-là longtemps. Enfin, ce débat, il a comment dire... C'est un système de position. C'est pas qui a refusé ou quoi. C'est juste que voilà. Non, je suis désolé. Quand tu refuses pendant des mois de jouer des équipes qui ne sont pas dans ta conférence et que tu viens te pointer 3 jours avant le début du match pour dire tiens on a envie de vous jouer, je suis désolé. Le responsable c'est pas l'équipe qui refuse. D'ailleurs on va arrêter de parler des raisons du refus parce que c'est une question d'interprétation et chacun aura la sienne, mais c'est l'équipe qui ne voulait pas jouer pendant plusieurs mois et la conférence qui est responsable. Mais pourquoi l'ouvrir et dire où vous voulez, contre qui vous voulez? Guigui, excuse-moi. Mais pourquoi l'ouvrir? Non, je suis d'accord avec toi. Au final, derrière, ils le pensent toujours. On leur propose les ogres de Washington. Enfin, Washington, qu'on se le dise, ils sont même pas classés top 25, tout ça. Enfin, ils avaient rien à perdre à dire oui. Ils avaient rien à perdre à gagner. Après, si le match est annulé, il est annulé. La raison du refus n'est pas celle que toi tu crois.
Ils l'ont précisé, c'est des questions de garantie que BYU ne peut pas assurer. Oui, bah voilà, et j'aimerais bien savoir ce qu'étaient ces garanties. Et à un moment, ils se cherchent des excuses. Faut d'accord, la vérité en face. Il n'y a pas de Il ne garantie. faut pas faire de procès d'intention à BYU si vous ne savez pas les garanties. Mais même s'il n'y a pas de garantie, même il si y on en a dit pas. au dernier moment. Sinon, ils te les auraient dit, les garanties. C'est simplement ça. Ils seraient justifiés. Même au pire, si tu es BYU, tu vas aller en playoff, non? Tu ne vas pas finir 14e. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ok, vas-y, on s'en fout des garanties. Il y avait des trucs de droits télé, etc. Moi, je m'en fous. Je perds mes droits télé si je peux aller en playoff. Hein. Si j'ai la chance de montrer que je suis une grosse équipe, je le prends tout de suite. C'est une mauvaise foi énorme. Comme j'ai dit avant, BYU, au début de la saison, évidemment qu'ils n'allaient pas. Ils n'ont pas essayé de se contenter de leur calendrier contre des équipes FCS ou contre des équipes pas très bonnes du Group of Five. Évidemment qu'ils sont allés toquer à la porte. Qu'on leur propose mais parce qu'on leur propose 4 jours avant. Non, c'est pas. Les gars, je suis désolé, Guigui, s'il te plaît. Attends, Guillaume. Non, mais Guillaume, là, c'est pas le sujet. C'est juste, je suis désolé pour le montage, Gus, mais Guigui, franchement, on te l'a écrit, mais ton micro, je sais pas faut que tu le mettes plus fort ou j'en sais rien, mais non, on t'entend vraiment pas, quoi. T'entends vraiment rien, vas-y. Je sais pas, sors ton micro de ton cul. Hein. Moi, vous m'entendez là ou pas? Ouais, c'est l'impression, c'est une menace, Guillaume. Il s'est barré. Il n'en plus. Il s'est barré. Ouais, on s'en fout, on continue sur lui. Il casse les couilles là. Mais non, on lui a rien dit. On a juste dit que son micro il marchait pas. Non, mais il est là. Ça y est, il a rejoint la conversation. C'est bon. Vas-y, fais un test et réponds à ce que je voulais dire. Je sais même plus ce que je voulais dire, gros. Ah, nickel, vas-y, nickel. Ouais, mais je sois pas là jusqu'à la fin du podcast, du coup. Je suis sur mon téléphone et il me reste 26%. Et même quand il charge, quand je suis sur Skype, il y a le pourcentage qui baisse. Donc il tient plus la batterie, cet enculé. Bon, vas-y, c'est pas grave. Bon, vas-y, j'interviens et je me fais en débat, sinon ça va durer des heures. Là, il y a trop de matchs et tout, va falloir qu'on avance. On aura le temps encore avec les trucs des playoffs, de toute façon. Bon, en tout cas, messieurs, voilà, on va un peu couper court à ce débat parce que ça risque de durer longtemps et on n'est pas forcément tous d'accord sur la position de BYU. Vous, les auditeurs, dites-nous ce que vous en pensez. Vous l'avez déjà fait un petit peu, mais continuez de nous dire et nous donner vos arguments. Pour l'instant, en tout cas, les college playoffs, c'est Alabama, Notre-Dame, Clemson et Ohio State. Clemson, qui ont joué qu'un seul gros match, qui ont perdu face à Notre-Dame. Et voilà, on verra au fur et à mesure des semaines suivantes comment ça se déroulera et comment le classement changera. Et tout de suite, on va démarrer. Oui. Ouais, juste pour Clemson, c'est comme je l'avais dit sur Twitter, on va voir que ça va se passer pour eux, sachant que pour l'instant, ils seront même pas en championship game. Hein. Pour l'instant, le championship game, c'est Miami Notre-Dame. Hein. Ouais, exact. À cause de faire un match annulé. C'est ce qui a causé les méandres, on va dire, de Dabo Swinney qui s'est plaint la semaine dernière de l'annulation avec Florida State. Il reprochait à Florida State de s'être servi du Covid-19 comme prétexte pour ne pas affronter Clemson. Avec toutes les conneries qu'il dit, lui, il y a un moment, c'est bien que le karma lui tombe un peu dessus. Ça, c'est que mon avis. Que Baptiste partage, même s'il n'est pas là. Ouais, on fait des bisous à Baptiste. En tout cas, le Game of the Week, alors, cette semaine, ce qu'on vous propose, ce week-end, c'est justement Notre-Dame, du côté de l'ACC, qui se déplace à North Carolina. Attends. Moi, j'ai un autre truc à dire sur le College Football Ranking. Enfin, à quel moment Oklahoma, il est 11e? À quel moment? Ouais, c'est vrai, je suis là, ouais. Oklahoma, ils n'étaient pas classés la semaine d'avant et maintenant ils sont 11e de la. Non mais attendez les gars, parce que là c'est impossible à couper comme ça, genre on va reprendre la suite. Je pensais comme toi là, tu sais quoi, limite faut le recommencer cet épisode, je suis désolé mais... Non, on reprend à la fin du débat sur BYU. S'il vous plaît. Ok, d'accord. Bon, et après, Clemson c'est bon, on a déjà fait, mais voilà. Genre
dis à Robin, tu dis est-ce que vous avez d'autres observations sur le classement? Et Robin, tu parles d'Oklahoma. Ok. Et moi, je parlerai peut-être de Coastal Carolina aussi. Ok. Vas-y, Yoyo. Bah non, c'était pas toi justement. Non, c'est toi qui dois dire est-ce que vous avez d'autres. C'est Gus qui dit Robin dit que. Non, c'est toi qui dit qui fait la transition. En gros, d'accord, ok pour BYU, Clemson, etc. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à rajouter? Ok, ça marche. Bon, et sinon, sur ce classement, en dehors de BYU, qui va encore faire jaser des semaines et des semaines, vous avez d'autres observations un petit peu? On avait parlé de Clemson, on avait parlé d'Oklahoma. Moi, Oklahoma, ça me gêne qu'Oklahoma soit 11. Enfin, il y a 2 semaines, ils n'étaient pas classés. Aujourd'hui, ils sont 11e. C'est juste Oklahoma est 11e pour le nom, uniquement parce que ça s'appelle Oklahoma et que voilà, enfin, si Baptiste était là, il pourrait cracher aussi sa haine qu'il a aussi sur Oklahoma. Mais non, je pense que Oklahoma en 11, non, et limite Georgia avec 2 défaites. Enfin, la SEC, à quel moment si nous mettez les 4 équipes de SEC, le champion de SEC, c'est le champion entier. Hein. On le fait direct, mais Georgia avec. Ils ont perdu contre toutes les équipes, toutes les grosses équipes contre lesquelles elles ont joué. Oklahoma, pareil. Moi, Oklahoma, pour moi, ils sont pas 11. Jamais de la vie. Jamais de la vie, ils sont 11. Donc voilà, il y a d'autres. Vas-y. Si je peux donner un début d'explication, enfin pour moi en tout cas l'explication, c'est exactement le même procédé de pourquoi BYU est 14e. C'est l'impression que me donne ce classement et même les classements des années précédentes, c'est que le college football playoff, ils vont privilégier les quality win et les quality loss au-delà de ton bilan général de victoire-défaite. Donc c'est pour ça que autant faire un classement de la SEC. Mais non, mais laisse-moi finir ma phrase. Je te dis pas que c'est une bonne raison, je te dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je te dis que moi, le college football comité me donne comme impression. Donc c'est-à-dire c'est pour ça que Georgia est pour moi Georgia est trop haut et Oklahoma aussi est trop haut. Comme ça au moins ça c'est fait, vous ne prenez pas là-dessus. Georgia, ils ont perdu contre Florida qui est classé 6 et Bama qui est classé 1. Donc pour le comité, c'est des quality loss. Et à l'inverse, à Oklahoma, ils battent Texas et ils battent Oklahoma State, qui étaient tous les deux bien classés, qui faisaient tous les deux des plus ou moins bonnes saisons, parce qu'on peut dire un peu ce qu'on veut pour Texas. Mais c'est dans ce sens-là où Texas, là, ils sont classés 17e par le comité, Oklahoma State à 23e. Pour le comité, c'est ce qu'ils appellent des quality wins, et c'est des trucs importants pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dans ce sens-là où, pour moi, c'est le même procédé que pour Texas A&M, qui est 5e, tu vois. Ils ont une quality win contre Florida, une quality loss contre Bama, et derrière, ils ont gagné les matchs qu'il fallait. Mais mais c'était pas des quality win les autres matchs qu'ils ont gagnés, Georgia. Tu vois, donc ça non, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, pour moi, je vois Georgia trop haut, mais je te donne mon explication de pourquoi ils sont là, tu vois. Ah oui, mais ton explication en fait vient confirmer ce que je pensais par exemple de BYU. C'est pour ça que je mettrais BYU devant Georgia. Mais bon, on va pas revenir sur BYU. Je profite de ce que tu as dit, Guillaume, pour faire ma petite transition. Moi, je trouve que North Carolina, bien que ce soit une équipe que j'apprécie, n'a rien à faire dans ce classement. Ils ont perdu face à la plus mauvaise équipe de Florida State de la décennie. Et ils ont perdu face à Virginia. Donc 19e, j'ai du mal à comprendre, d'autant plus que derrière, tu as des équipes comme Coastal Carolina ou Marshall qui montent le bout de leur nez. Donc certes, je reviens sur ce que tu dis, Guillaume, il n'y a pas des quality wins, mais je suis contre en fait cette interprétation du classement strictement, on va dire, objectif qui consiste à voir tout sous l'angle des stats et de voir, tiens, si tu as battu une équipe qui a plus de 50% de victoire, tu dois être devant, nanana. Je pense qu'il y a une sorte de récit à prendre en compte et Coastal Carolina et Marshall allaient dans ce sens-là. Donc voilà, je les trouve assez bas pour deux équipes qui animent le college football depuis le début de saison. Ah, moi, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que j'ai dit que l'explication que j'ai donnée juste avant, c'était pas ce que moi je pensais juste, c'était ce que je voyais de ce que nous donnait le comité. Tu vois. Moi, on se rejoint à 100%. Tu me demandes de faire le classement maintenant. Pour moi, le top 7, 8 même, et honnêtement, moi je touche pas au top 8. Après, mettre Georgia 9. Clemson, moi Clemson, ça me dérange. Clemson Ouais, en 3e, ça me dérange.
Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que c'est exactement encore le même procédé. C'est-à-dire que la victoire d'Ohio State, par rapport à Ohio State, bah, en fait, la victoire contre Indiana, c'est pas tant une quality win que ça pour eux, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça a été beaucoup plus à l'heure qu'il est, serré que Ohio prévu. State, ils ont 0 défaite à l'heure qu'il est, Ohio State. Pareil, alors ok, Clemson, quel est leur quality win? Bah, ils en ont pas, c'est bien ça le problème. C'est pour ça qu'à la limite, tu vois, sur Clemson, tu peux parler. Mais tu vois, moi, un des gros problèmes que j'ai aussi, c'est qu'est-ce que fout l'université de Iowa dans le classement? Ils sont à 3-2, ils sont à 4e. Complètement d'accord avec toi, sachant, attends, il faut que je retrouve contre qui ils ont perdu. Mais non, Iowa, c'est incompréhensible. Franchement, je comprends pas. Je vous laisse parler, les gars, je vais chercher. Si Iowa, ils sont là, sincèrement, sans faire le homer, Maryland, ils peuvent y être. Moi, je mets Maryland à la place d'Iowa tous les jours. Moi, je mets Maryland à la place d'Iowa tous les jours. Mais c'est sans dire que Maryland devrait être là. C'est juste que si Iowa ils sont, pourquoi pas nous du coup, quoi. Mais bon. Je voulais juste aussi, on a parlé d'Oklahoma, je voulais faire une petite dédicace à Hugo. Et oui, car on a fait le tirage au sort du maillot pour nos 1 an que l'on offrait à un abonné. Eh bien, Hugo a gagné et a choisi un maillot Oklahoma. Donc félicitations à toi, Hugo. Et Baptiste va se suicider parce qu'il va devoir payer une partie. Oh punaise. En tout cas, les amis, on a terminé avec ce classement CFP. C'est un classement qui va évoluer au fur et à mesure des semaines. Hein. Donc pour l'instant, c'est loin d'être définitif. Et les auditeurs, Guigui, je vais te laisser intervenir. Attends, Guillaume, juste avant, parce qu'on parlait d'Iowa. Iowa a perdu face à Purdue, Northwestern. Ils ont gagné face à l'ogre Michigan State, l'ogre Minnesota et l'ogre Penn State. Je dis bien de cette année. Parce que je viens moi aussi de retrouver leur calendrier. Mais ouais, tu vois, moi, Iowa dans le classement, que n'a pas comprendre. Là, toute ma théorie, en fait, s'écroule avec Iowa, tu vois, en fait. En tout cas, ouais, bon, c'est un classement qui va de toute manière évoluer jusqu'à la fin. Juste, voilà, si les auditeurs, vous voulez avoir le classement, vous voulez qu'on vous l'envoie, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, vous voulez en débattre, on est toujours là, vous le savez très très bien. Tout de suite, on passe au match de la semaine parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs ce week-end pour le coup. Beaucoup de matchs non annulés. Match de la semaine que nous vous avons sélectionné, eh bien, c'est samedi à 21h30. C'est un superbe. C'est samedi, non, c'est vendredi. Qu'est-ce que je dis, moi? C'est vendredi à 21h30. Bah, ça arrive vite. Ouais, il faut préciser, Elio, que du coup, ce vendredi, on aura une dizaine de matchs vendredi soir. Parce qu'il me semble que c'est parce qu'on est la troisième semaine de. C'est Thanksgiving, ouais. De vendre avec Thanksgiving. Ouais, exact. Et donc, du coup, voilà, ça fait du football le vendredi soir. C'est cool. À partir de 18h, il y a de la NFL aussi, il y a plein de choses. Non, c'est de la NFL, c'est le jeudi, je crois. Ouais, c'est le jeudi. Voilà, un super week-end en perspective. En tout cas, franchement, à partir de jeudi, si vous aimez le foot, ça va aller de tous les côtés. À des heures décentes en plus, mine de rien. Enfin, avoir un match le vendredi soir en prime time en France, c'est ouf. Surtout Notre-Dame North Carolina en prime time français, c'est ouf. C'est du Friday Night Football, les mecs. Ça fait super plaisir. Et Notre-Dame qui se déplace du côté de North Carolina. Donc, match de la semaine que nous vous avons sélectionné. Notre-Dame, 8 victoires, 0 défaites. North Carolina, 6 victoires, 2 défaites. Avant de lancer Gus dessus, c'est quand même un peu le match piège pour Notre-Dame parce que North Carolina veulent quand même, ils veulent leur grosse victoire référence de la saison pour sauver un petit peu cette saison qu'on pourrait qualifier. Et parce que surtout que North Carolina a encore son destin en main. Exact. Si les Tar Heels battent Notre-Dame et qu'ils battent Miami, il me semble qu'ils vont jouer Miami dans 1 ou 2 semaines, et ben là, ce sera North Carolina qui sera en finale de l'ACC. Donc voilà, un match qui est surtout pas à prendre à la légère pour Notre-Dame. Alors, ce sera une opposition de style. Notre-Dame, on a une des meilleures défenses du pays cette année, notamment contre la passe. Et North Carolina a une des meilleures attaques du pays. Et là, c'est pas sous course, c'est les deux. Que ce soit dans les airs ou au sol, c'est incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une attaque aussi performante. Je pense que c'est. Je parle juste de l'attaque, les gars. Attention, ne venez pas me harceler. Mais c'est l'équipe dans la lignée des LSU. J'aime bien faire cette comparaison. Juste au niveau attaque. Donc voilà, le but pour nous, Notre-Dame, ce sera de contenir cette attaque et du moment qu'on arrivera à forcer des turnovers, des stops, on gagnera le match. J'ai tout de même un petit peu peur
sur notre défense de leur duo de running back Carter et Javonte Williams, qui eux enchaînent les yards et les touchdowns depuis le début de saison. Donc à voir comment ça va se faire. Sinon, du côté de notre attaque, je me fais pas trop de soucis, bien qu'on ait deux joueurs de ligne offensive qui ne joueront pas, donc Tommy Kramer et Jared Patterson. Mais bon, je fais confiance quand même à cette ligne. Il reste trois bons gars à côté et deux bons remplaçants, donc ça devrait pas, je pense, être un problème de ce côté-là. Et non, voilà, donc c'est un super match à 21h30. Comme je vous l'ai dit, une opposition de style. Je pense que ça va être un match avec des turnovers et des belles actions. Donc franchement, c'est le match à regarder à 21h30. Et en attendant ce match de 21h30, vous pourrez regarder Iowa State Texas qui aura lieu à 18h. N'est-ce pas, les gars? Un beau Iowa State Texas exact à 18h. Pareil, une petite opposition de style, 6 victoires de défaite pour Iowa State et 5 victoires de défaite pour les Texans. Pareil, c'est un peu le moment de sauver la Big 12 pour les deux équipes. On va Iowa State qui reste quand même sur des bonnes séries, hein, ça fonctionne bien. Purdy qui est beaucoup plus à l'aise, Bristol le running back qui est au top de sa forme avec 15 touchdowns à la course, c'est quand même assez incroyable. Texas en face, pareil, c'est le moment de sauver la saison face à un des adversaires les plus redoutables de Big 12. Vous les gars, qu'est-ce que vous pronostiquez plutôt sur ce match? Perso, c'est un très beau match. Ouais, c'est du côté d'Austin en plus, chez Texas. Qu'est-ce que vous pronostiquez, les gars? Moi, je vais mettre Iowa State pour légitimer leur 13e place au classement du comité. Et avec un gros match encore de Brice Hall, le running back. Pareil, je vais mettre Iowa State avec un match à gros scoring. Surtout que c'est Texas en face, donc ça score toujours 40 points et ça en prend 50. Donc n'hésitez pas, c'est 18h et franchement, ça va faire un match avec pas mal de points, donc assez cool. Et peut-être un overtime. C'est le genre de match à overtime, ça. 19h, Nebraska qui se déplace du côté d'Iowa en Big Ten. Nebraska, une victoire, 3 défaites. Iowa, 3 victoires, 2 défaites. Ça devrait quand même bien se passer pour les Hawkeyes du côté d'Iowa City. Nebraska qui ne sont pas dangereux. Hein. Ouais, non, mais désolé. Il me semble que c'est Julien, Corver de Midnight, mais non, désolé, pour moi, c'est Iowa. Bien que ça me ferait bien plaisir que Nebraska gagne, parce que comme ça, on verrait un peu la fraude Iowa sortir du CFP, du classement CFP. Honnêtement, je trouve ça dommage pour Nebraska parce que même s'ils n'ont pas une équipe qui fait rêver beaucoup de monde, leur petit quarterback, là, le petit frère McCaffrey, mais franchement, moi je trouve qu'il y a du potentiel et il y a tout pas mal. Après, il va falloir forcément qu'il soit un peu mieux entouré et peut-être éventuellement un peu mieux coaché aussi. Mais lui en tant que joueur juste sorti de l'équipe, je le trouve vraiment sympa à avoir joué. Robin, toi, tu vas rester réveillé dans la nuit de vendredi à samedi parce qu'à 1h30 du matin, Oregon se déplace du côté des voisins d'Oregon State. Il en a de la chance cette année. C'est fini les matchs à 4h du matin, Robin. Maintenant, c'est 21h30. Là, ça va. Attends, c'est 1h30 du mat. Non, franchement, c'est 1h30 et ça fait plaisir. Hein, vous imaginez même pas comment 1h30 pour lui, c'est 16h, tu sais, genre. Non, mais ça fait plaisir. Et autrement. 1h30 le petit-déj, frère. Bah, c'est ça, les gars. Mais comment dire? En plus, je me suis dit, ah, vas-y, un match. Je vois que le match, c'est un vendredi. Et j'avais pas capté que c'était Thanksgiving. Du coup, je me dis, oh là là, un match avant un vendredi, ça va être encore à 5h du matin en Pac-12 After Dark. Là, ça me saoulait. Mais en fait, non. Et comme c'est Thanksgiving, moi, je vais rester éveillé vendredi de 18h. Bah, je vais regarder tous les matchs, donc ça va être hyper cool. Je vous conseille de regarder en fin de soirée, 1h30 du matin. Ça va être une belle petite Civil War dans le. Comment dire? Surtout que Oregon State, c'est une équipe qui me plaît beaucoup. Je suis obligé de les détester, mais comment dire, leur style de jeu il est pas mal. Quand j'avais regardé contre Washington, c'était déjà bien, ils ont perdu. Mais contre California, ils ont bien joué, je trouve, et ça a été leur QB, il est pas mal là. C'est Tarabia, quelque chose comme ça, qui a marqué 3 TD la semaine dernière avec 1 à la passe, 1 à la réception, 1 à la course. Donc, comment dire, ouais, c'est ça, passe, réception, course. Donc c'est cool. Et ça va nous permettre de jouer contre une équipe qui est
comment dire, qui est assez forte et qui domine pas forcément ses adversaires par la passe, mais par le jeu de course. Et sachant qu'on a beaucoup de mal contre la course. Et là, Jermar Jefferson, c'est un des top running backs de la conférence, si ce n'est du pays, et a couru la semaine dernière pour 195 yards uniquement à la course, même pas à la réception. Donc c'est énorme et ça va nous permettre de nous voir vraiment contre une équipe qui court beaucoup bien le ballon. C'est mal dit, qui court très bien le ballon. Et pour finir, on sait que notre problème, c'est le plaquage et c'est la défense contre la course. Donc il y a moyen de l'upset d'Oregon State face à Oregon, sachant que je vais rester quand même confiant et que notre attaque, nous, elle monte en puissance et que notre défense, elle sera toujours... elle va toujours se prendre le field goal en red zone, mais elle va jamais se prendre le TD. C'est une des qualités qu'on a. On se fait rouler dessus pendant 80 yards et pendant les 20 derniers yards, on est des malades mentaux en défense. Espérons que contre Oregon State, ça soit la même chose. Je vois, j'ai un peu peur pour l'upset, mais je vois une victoire de une possession. Vraiment, ça va jouer à la fin de match. Soit c'est Oregon qui va marquer, soit c'est Oregon State qui. Soit on fera la défense, on fera un stop en défense avec une minute restante, mais match hyper serré et ça va être fun à avoir joué. Vous allez voir du jeu de course, vous allez voir de la passe, de la RPO, ça va être excellent. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Merci Robinou et on te souhaite un bon match. Merci à toi frérot. Avec plaisir. Oui. Juste d'ailleurs pour Robin aussi, le match il est à Corvallis, il est à Oregon State, c'est ça? C'est ça, il y a Oregon State, mais de toute façon il n'y a pas de fans, donc ça change pas énormément. Et Oregon State, en fait, pour ceux qui savent un peu, le Corvallis Corvallis Eugene, c'est à 1 heure de route, un truc comme ça, 1 à 2 heures de route. C'est un peu, c'est comme jouer Paris-Lille, donc franchement ça va. C'est pas un avantage extrême de jouer chez eux. Il me semble qu'il va pleuvoir a priori, donc voilà, à la course ça va courir beaucoup, donc. Mais voilà, c'est pas franchement cette année, le fait de jouer à domicile ou à l'extérieur, ça va pas trop être important, je pense. Sauf si tu vas dans le Texas. Sauf si tu vas dans le Texas ou dans le sud des États-Unis. Et les gars aussi, sur cette soirée du vendredi, il y aura UMass qui ira à Liberty. Donc voilà, Liberty, qui est une bonne équipe. Si vous avez 9500. Alors, est-ce que c'est un bug d'ESPN? Est-ce que c'est un bug? Je sais pas. Mais. Comme Guillaume l'a dit, le site. 9499 $, ouais. Si vous avez 10 000 balles à lâcher vite fait, comme ça. Et c'est pas de la monnaie vénézuélienne, hein. Là, ça vaut quelque chose. Bref, il y aura aussi UCF qui ira à South Florida pour une petite rivalité de Floride, mais bon, des rivalités de Floride, il y en a toutes les semaines. Wyoming à Las Vegas, Stanford qui ira à Cal, donc un beau match, et Central Michigan, la meilleure équipe du Michigan, qui se déplacera à Eastern Michigan. Merci. Donc vous voyez, vous avez un bon vendredi soir à venir, hein, mais ça ne se limite pas au vendredi, parce que bien entendu, le samedi, il y a toujours du college football. 18h, on démarre avec un Ohio State Illinois. Voilà, alors Illinois qui sont à 2 victoires, 3 défaites. Et donc une victoire face à Nebraska la semaine dernière. Ohio State, 4 victoires, 0 défaites. Guillaume, est-ce que tu es prêt à mettre $300 sur Illinois? Non, très bien, merci. Je suis pas forcément prêt à mettre. Par contre, s'il y en a qui n'ont pas vu le fake punt de Illinois la semaine dernière, je vous invite à aller le voir, parce que dans le style, je suis un punter et je vois des fantômes, je mets des juke moves au vent, il est très beau. Très beau. C'est vrai. Ouais. Et c'est littéralement vrai. C'est ça, hein, c'est même pas d'une vanne ou quoi. Allez voir, vraiment. On l'avait mis, je crois, sur The Trick Play. 18h, toujours Kentucky, Florida, justement, Guigui. Vous recevez Kentucky qui sont à 3 victoires, 5 défaites, qui sont, enfin voilà, pas beau à voir. Tranquille ou pas? Un peu stressé quand même. Écoute, stressé, c'est un grand mot quand même. Je pourrais être plus tranquille. Après, on va voir si le coup de pression de notre head coach Dan Mullen, à notre defensive coordinator, a porté ses fruits. Est-ce qu'on va enfin mettre nos meilleurs joueurs sur le terrain et pas les plus anciens? C'est ce que j'avais râlé dans le précédent épisode un peu. C'est un peu notre problème cette année. Donc on va voir. Après, ça devrait quand même être une victoire assez tranquille.
Surtout que forcément y avoir des comparaisons, même si ça me fait chier, même si plein de choses, forcément avoir des comparaisons après la branlée que Alabama a mise à Kentucky la semaine dernière, sachant que la finale de la, de la conférence, ça risque d'être Florida-Bama. Il va y avoir des comparaisons de fait. Nous, on va se prendre plus de points. Ça, j'en suis assez persuadé parce qu'on arrivera toujours à faire de la merde, à se prendre un big play qui finit en TD, un plaquage raté ou quoi. Donc ça me saoule un peu. Après, comme tu l'as dit au début de l'épisode, on a le retour de Kyle Pitts, qui, pour être très honnête, en fait, avec le niveau de nos deux backups, Kemory Gamble et Keon Zipperer, ça s'est pas tellement vu, en fait. Tu vois, je pensais vraiment qu'on allait avoir une petite baisse de rendement au niveau des tight ends. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc, ça montre que même après Kyle Pitts, on a encore de belles années devant nous à ce poste-là. Donc ouais, je pense revoir notre Heisman favori, enfin mon Heisman favorite à plus de 4 TD et réparer un peu l'affront de la semaine dernière. Et voilà, après, je pense que, encore une fois, on va faire jouer, si on arrive à prendre le large assez rapidement, on va faire jouer les backups. On va pas être à l'image de LSU l'année dernière à faire jouer nos titulaires jusqu'à la fin du match pour les stats. Donc voilà, je pense que je mettrai quand même une pièce sur une victoire assez facile, mais je sens que ils me laisseront pas tranquille un match entier. Ils vont me faire chier à un moment ou à l'autre. Eh bien, très bien, Guigui. Sachant que c'est quoi le nom déjà? Quel est son nom à votre défensif coordinateur encore? Je vais complètement oublier. Todd Grantham. Ouais, c'est ça. Et il a été annoncé comme étant un des potentiels profils pour devenir head coach du côté de Virginia Tech. Alors, je ne sais pas ce qu'il lui trouve, mais il lui trouve quelque chose. Après, tu vois, le truc, c'est que c'est loin d'être un mauvais coach. Hein. Il suffit de voir notre saison en défense l'année dernière où on était une des meilleures défenses du pays, tu vois. Mais je trouve que c'est un mec qui avait fait ça qui avait dit ça comme explication. Il a trop tendance, comme ce que je râle, parce que cette année, c'est pas ce qu'il faut faire, à vouloir faire jouer les anciens avant les meilleurs joueurs, tu vois. Et dans l'affect, quoi. C'est ça. Pour le coup, l'année dernière, c'était vraiment le cas, tu vois, où nos meilleurs joueurs étaient nos anciens. Sauf que là, cette année, en fait, on a vu avec les histoires de Covid, les blessures, machin, que nos petits freshmen et nos petits redshirt freshmen, quand ils les envoient sur le terrain, les mecs, ils game, tu vois, les mecs, ils jouent, ils se la donnent. Et c'est un peu ce qu'on reproche, aux, on va dire, anciens, qui, malgré qu'ils soient juniors ou seniors, tu as des moments où tu as l'impression qu'ils sont perdus. Enfin, c'est voilà. On verra bien comment ça se passe, on verra bien au niveau des rotations. Mais voilà, ouais. C'est vrai que Grantham son nom est sorti pour Virginia Tech par exemple, mais pendant toutes les off-season, ils en parlent pour la NFL aussi. Après, c'est toujours le même problème. Hein. Tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Donc, à voir. Clairement. 18h en Big Ten. Et bien voilà, Maryland qui se déplace du côté d'Indiana. Un match assez intéressant avec deux équipes qui peuvent se valoir. Alors, moi, en tant que fan de Maryland, je ne suis pas forcément confiant parce qu'Indiana, c'est quand même 4 victoires, une défaite. Ils n'ont pas forcément démérité face à Ohio State le week-end dernier lors de la défaite. Ils vont vouloir, parce qu'ils sont dans ce top 25 CFP, ils vont vouloir absolument gagner ce match. Nous, on vient de 2 matchs annulés, un face à Ohio State et un face à Michigan State en raison du Covid. Notre coach a le Covid, alors je ne sais pas s'il vient d'être testé négatif ou non, mais pour l'instant, il n'est toujours pas aux entraînements. Vraisemblablement devrait manquer de quelques joueurs aussi pour ce match. Voilà, il y a des paramètres qui entrent en compte qui sont un peu contre nous. S'il n'y avait pas... Ouais. Juste, t'as des noms de joueurs qui auraient le Covid ou c'est pas sorti? Non, c'est pas fini. Ça a pas fini. Enfin, rien n'est sorti. Et, d'ailleurs, c'est pas mal parce que du côté de Maryland, quand même, à part le nom de notre head coach, depuis le début de la saison, quand il y a eu des petits problèmes de Covid ou quoi, c'est toujours resté assez opaque. Hein. Il n'y a jamais de noms qui sont sortis et ça, je trouve ça quand même plutôt bien pour respecter les équipes, mais aussi pour les adversaires. En fait, c'est une règle qui s'appelle genre c'est des comment dire, c'est un acronyme qui fait que on a le droit à la protection de son identité quand
de son identité médicale, en gros, de ses antécédents. Et donc, c'est pour ça que ça sort pas au college football. On ne sait pas, à part Trevor Lawrence, qui est un top joueur, parce que certainement qu'il y a des scouts NFL qui ont été mis au courant, etc. Sinon, le reste, normalement, ça sort jamais. Pour le coup, pour celui de Lawrence, on l'a aussi su parce que malgré que Clemson avait des cas de Covid, ils ont quand même joué. Donc quand tu le vois pas sur la feuille de match, tu comprends vite que c'est pas parce que le mec a dit non, ce match-là, non, pas chaud. Non, on est d'accord. C'est vrai que ils ont quand même joué, mais généralement, par exemple, nous à Oregon, on a eu des cas de Covid, ça n'a pas été dévoilé encore une fois, et c'est la grande majorité au college football qui ne sont pas dévoilés, et même en NFL, on ne sait pas non plus qui y a, à part si les joueurs le disent eux-mêmes. Et si par exemple, la Covid list en NFL aussi. Comment? Il y a la Covid list en NFL, donc ça te donne une info quand même. Il y a la Covid list, ça donne une info, mais théoriquement, il faut que les joueurs acceptent. Ouais, en fait, t'es pas obligé de. En fait, c'est toute ta protection de données d'antécédents médicaux, c'est le droit. C'est tout comme c'est toi. C'est un droit fondamental. Comme toi, ton droit à être protégé, qu'on sache pas que t'as qu'une seule couille, tu vois. Ouais, non, je comprends. Très bien, ça c'était le mot de l'épisode, je crois. Robin, voyons. C'est quand même drôle que le mec qui me dit ça, c'est le mec qui avait peur d'aller en playoff l'année dernière. Mais bon. On va revenir dessus. Ça va, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais après avoir vu BYU, du coup, juste pour préciser ça, après avoir vu BYU se chier dessus en voulant pas jouer au Washington, alors qu'ils avaient la chance d'aller en playoff, enfin selon moi, on va pas revenir, parce que sinon, il y a l'autre de Notre-Dame qui va encore venir nous taper. Toi, tu cherches, hein. C'est vrai que je pense que l'année dernière, j'étais un peu trop... comment dire, je me satisfaisais un peu trop de ce que j'avais et là je comprends pas BYU alors que, enfin bref, ça n'apportait rien, comme tu pourras couper Gus, ça n'apportait rien. Mais par contre, moi, mes jumelles vont très bien quand même, hein, parce que j'ai quand même les deux. Merci Guillaume. Ouais. Voilà. Ouais. Bref. Maryland, du coup, qui se déplace du côté d'Indiana. Après un match intéressant, on ne sait pas exactement qui sera présent ou non. Si notre équipe, la plupart des titulaires sont là, je vous invite à regarder ce match parce que ça risque d'être pas mal, notamment au niveau de l'offense. Et Indiana, pareil, bonne offense. C'est un peu plus, les deux équipes, c'est un peu plus au niveau des défenses que ça sera problématique. Mais voilà, le beau duel quand même entre Michael Penix et Tagovailoa, c'est à regarder. Comme d'habitude, je le dis en ce moment, tant que je pronostique pas, ça se passe bien. Donc je vais pas pronostiquer pour ce match. 18h toujours, Texas Tech qui se déplace du côté. Ouais. Juste pour ce match, tu as parlé du duel Penix et Tago. Il y a aussi un autre gros duel, un match dans le match. Ça va être Fogel et Rakim Jarrett. Exactement. Ouais. Deux gros receveurs qui Fogel pour cette année et Jarrett qui est encore que freshman. Mais ouais, ça va être un beau duel de receveurs aussi, je pense. En tout cas, ouais, ça sera, comme vous l'avez vu, ça sera un beau duel, ça sera un beau duel offensif entre ces deux équipes. 18h toujours. On passe en Big 12. Texas Tech qui se déplace du côté d'Oklahoma State. Texas State, c'est 3 victoires, 5 défaites. Oklahoma State, 5 victoires, 2 défaites, avec notamment la défaite à Bedlam face à Oklahoma la semaine dernière du côté de Norman. Sincèrement, Texas Tech, c'est pas folichon cette année. C'est même pas. On s'ennuie un peu devant leur match et leur quarterback Alan Bowman seulement 7 touchdowns. Normalement, Oklahoma State devrait bien se reprendre quand même, sachant qu'ils sont un peu toujours dans la course pour participer au Big 12 Championship. Personne n'a de Mohamed pour Texas Tech. On est d'accord. Coastal Carolina qui se déplace du côté de Texas State en Sunbelt à 21h. Coastal Carolina, 8 victoires, 0 défaites. Texas State, 2 victoires, 9 défaites. Pareil, encore une fois, Coastal Carolina qui devrait... Ouais, juste pour petite précision quand même pour tout le monde. Maintenant, les numéros de ranking que vous voyez sur des sites comme ESPN, c'est plus celui de l'AP Poll, c'est passé à celui du College Football Playoff. Donc c'est pour ça que par exemple, il y a Northwestern en 8 et BYU en 14, même si BYU ne joue pas. Exact. Voilà, comme ça vous avez l'info pour ESPN.
Du côté de la SEC, 21h30, on a un Auburn-Alabama. Alors, c'est un match qui est quand même une rivalité historique. Auburn, 5 victoires, 2 défaites. Alabama, 7 victoires, 0 défaites. Auburn qui peine à convaincre, sincèrement, malgré 5 victoires. Ouais, Alabama qui roule sur tout le monde. Mais c'est une rivalité, en effet. Une rivalité, mais en même temps, t'as pas les fans. Non, je suis d'accord, mais on se souvient tous du match de l'année dernière. Qui a gagné l'an dernier? Oui, c'est vrai. Auburn ne faisait pas non plus une saison exceptionnelle et Auburn a gagné. Il faisait quand même une bonne saison. Hein. Oui, il faisait une bonne saison, c'est sûr. Elle était bien meilleure que celle de cette année. Là, l'écart, il est quand même beaucoup plus conséquent. Quand même. Et si je peux me permettre, à l'heure actuelle, sur l'opposition Bonix Mac Jones, bah, c'est pas Mac Jones qui mène 1-0. Ouais, c'est Bonix. Non, mais l'année dernière, Alabama avait une équipe. C'était une équipe de NFL qu'ils avaient aussi l'année dernière, Alabama. Hein. Donc, bon, là, vous allez me dire, c'est le cas tous les ans. Ouais, mais, tous les ans, c'est un match à regarder parce qu'un Iron Bowl, tous les fans de college football regardent ce match. Et parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les joueurs se transcendent dans les grands moments, des grands joueurs, du moins. Et j'espère que Tank Bixby, il va prendre l'offense des Tigers en main parce que c'est pas bien beau en ce moment. Et en plus, sur la période de 21h30, c'est entre guillemets le seul gros match, je trouve. Et en tout cas, c'est le seul match entre équipes classées du top 25 du samedi. Si je dis pas de bêtises. Ouais, t'as bien raison. Ça. Bon, après, il y avait eu un Penn State-Michigan, mais les deux équipes sont pas classées. On vous invite à aller regarder ce match, mais franchement, si vous voyez qu'Alabama commence à prendre le large dès le premier quart-temps ou le deuxième, vous zappez sur autre chose. Sincèrement, enfin, s'il y a autre chose. Un petit USC Colorado. Un petit USC Colorado à 21h30. Clairement, c'est un des matchs que je vais regarder. Là, je suis en train de me faire un peu mon planning de cette semaine et c'est un match hyper sexy Colorado USC. Et pourquoi c'est sexy, mon bon Robin? Pourquoi c'est sexy? Alors déjà parce que Colorado, même s'ils ne sont pas classés, ils sont très très forts. Ils sont invaincus, il me semble. Dites-moi si je dis des bêtises. Hein. Ils sont invaincus ou pas? Oui, ils sont invaincus, ouais. Oui, si, ils sont invaincus. Ouais, 2-0. Ils ont eu que 2 matchs aussi. Ouais, avec UCLA et tout. Ouais, c'est ça. Parce que Colorado, ils sont à 2 victoires, 0 défaites, même s'ils ont eu un match annulé, ils restent invaincus. Face à USC qui montait un peu en puissance sur ces dernières semaines. Les 2 premières semaines, c'était un peu dur, compliqué pour eux, et ils ont réussi contre Utah. Bon, ouais, certes, Utah, c'est pas une des meilleures équipes de la Pac-12 cette année, mais ils ont réussi à être un peu plus convaincants sur le match, et donc un match entre deux équipes invaincues, surtout dans une division, dans une division dans la Pac-12 qui est hyper intéressante, dans une conférence, pardon, qui est hyper intéressante. Le jeu, il y a les Colorado, ils ont un bon petit, ils ont un bon petit jeu, etc. Moi, ça me fait plaisir de les regarder, et USC, ça fait toujours plaisir de voir s'ils perdent un peu ou pas. Petit bisou à Charles d'ailleurs. Mais donc, super bon match. Je pense que Colorado joue mieux que ce qu'ils sont classés. Ils sont pas classés alors que pour moi, ils devraient l'être. Ils sont plutôt cool, enfin plutôt bons. Donc voilà, je dirais une victoire, un upset de Colorado face à USC. C'est mon avis, mais voilà, Colorado marque 41 points par match, alors que, c'est 41 points par match, c'est pas mal, surtout en Pac-12. Donc voilà, c'est 10 points de plus par match que USC. Je pense que Colorado peut tirer son épingle du jeu, surtout avec USC qui n'est pas en aussi grande forme qu'on pensait. Et c'est vrai que Colorado, ils n'ont rien à perdre. Sincèrement, ils n'ont rien à perdre. Et leur quarterback, Sam Noyer, c'est quand même une bonne petite surprise pour l'instant. On fait des bisous à Étienne de Colorado France qui saura suivre ce match samedi soir et vous faire un live tweet. Pour une fois que ce n'est pas tard. Samedi, toujours, 21h30. Pittsburgh qui se déplace du côté de Clemson. Pittsburgh, 5 victoires, 4 défaites en ACC. Clemson, 7 victoires, 1 défaite. Ça y est, Clemson vont pouvoir avoir une victoire de plus et prétendre au College Football Playoff parce que de toute manière, ils ont besoin de rien d'autre, malgré la défaite face à Notre-Dame. Personne pour mettre une pièce sur Pittsburgh.
Malgré le fait que Pittsburgh, c'est pas dégueu du tout. Non, mais je conseille aux gens de regarder un petit peu les genoux de Trevor Lawrence sur ce match. Parce que soit il va courir ou soit il va se prendre des gros sacs dans la tronche. Ouais, la D-line de Pittsburgh qui est vraiment bonne. Hein. C'est clair. Robin, tu voulais intervenir dessus. Clairement. C'est ce que j'allais dire. En fait, là, ça va être un match-up intéressant de voir comment Clemson se place face à une des meilleures défenses de la SEC. Bon, certes, ils ont perdu Paris Ford, etc. Il y a quelques joueurs qui manquent du côté de Pittsburgh. Mais globalement, c'est une défense qui fait assez peur et qui encaisse pas énormément de points. Donc à voir. Et comme l'a dit Gus tout à l'heure, là, ils vont. Enfin, Trevor Lawrence, il va être mis sous pression. Donc on va voir ce que ça donne. Et peut-être qu'on reverra le retour de DJ Uiagalelei sous le maillot de Clemson en deuxième mi-temps, si jamais il y a un blowout. Et c'est toujours intéressant de voir ce joueur-là parce que j'aime beaucoup. Toujours à 21h30, Northwestern qui se déplace du côté de Michigan State en Big Ten. Northwestern, 5 victoires, 0 défaites. Michigan State, 1 victoire face à Michigan, 3 défaites. Alors, je pense qu'on prédit un peu tous la victoire de Northwestern, mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, avec Northwestern, j'adore ce qu'ils font. Mais j'y vais match par match, tu vois ce que je veux dire ? Genre... on se dit, il y a toujours un match où ils peuvent flancher, tu vois. Malgré que ce ne soit pas face à une équipe en bilan positif, il y a toujours un match où ils peuvent flancher. Est-ce que vous aussi, vous êtes un peu dans cette même idée ou vous êtes complètement en confiance pour Northwestern ? Après, c'est l'occasion du siècle pour eux de ne pas flancher, justement, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, Après, complètement. Ouais. après, ça reste un match de sport, hein, donc tu peux perdre, mais bon, quand tu vois les Spartans, la façon dont ils jouent, Rocky Lombardi qui peut lancer 4 touchdowns comme il peut lancer 4 interceptions face à un Northwestern qui, au départ, on pensait que c'était un feu de paille, mais qui a finalement su confirmer, je vois pas comment Northwestern peut perdre le match. Alors, je me trompe peut-être, mais ça me paraît déjà acquis, tu vois. Je pense que Northwestern a plus la tête pour le match de la semaine prochaine face à Minnesota. Ce qui ne doit pas les empêcher de penser à ce match face à Michigan State, mais bon, non, victoire de Northwestern. Très bien, 22h, Cincinnati qui se déplace du côté de Temple. Cincinnati toujours invaincu, 8 victoires et Temple 1 victoire, 6 défaites. Bon, voilà les amis, petit cupcake pour Cincinnati. Il y en a qui veulent se battre pour Temple, l'équipe de Philadelphie. Non, Cincinnati va gagner, mais je pense pas qu'on puisse parler de cupcake pour Temple. J'ai suivi un petit peu Temple cette saison, enfin rapidement. Là, je vais pas m'inventer une vie, mais même s'ils ont perdu tous leurs matchs, face notamment à Memphis, SMU ou UCF, à chaque fois c'est de peu, et à chaque fois ils montrent des belles choses, et je pense pas que ça soit si acquis que ça pour Cincy. Intéressant. À voir à 22h. 1h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, LSU qui se déplace du côté de Texas A&M. LSU, c'est... bon, voilà, on en parle chaque semaine d'LSU, à quel point c'est décevant, mais c'était prévisible. Texas A&M, c'est 5 victoires, 1 défaite, et des bonnes victoires. Qu'est-ce que vous pensez de ce match ? Est-ce que LSU peuvent quand même déranger Texas ? Ou il n'y a aucune chance, tout simplement ? Et pour moi, en toute sincérité, il n'y a aucune chance. LSU, c'est... Alors, quarterback TJ Finlay, c'est pas terrible. Il y a rien, en fait. Il y a rien. On l'a vu encore la semaine dernière face à Arkansas. C'est une victoire sur le fil. Moi, Ça aurait pu tourner pour une équipe comme l'autre. Je suis pas d'accord avec toi, Elio. Elio, je suis pas d'accord avec toi sur TJ Finlay, en vrai. Attention. Bon. Je le trouve pas excellent. Maintenant, il montre des belles choses. Faut pas se rappeler que il est que freshman. Il n'était pas censé jouer cette année. Non, mais ça, oui. Il montre des belles choses. Je trouve qu'il progresse à chaque match, sans dire que c'est le futur, je sais pas qui. Il progresse à chaque match. Ses lectures sont meilleures. Il fait des meilleurs choix. De là à aller battre Texas A&M, ça va être très compliqué. On est largement d'accord là-dessus. Maintenant, je pense que ça peut quand même être un match sympa à regarder. Parce que je n'arriverai pas à expliquer pourquoi LSU sont aussi peu efficaces en défense avec les joueurs de talent qu'ils ont. Donc ça c'est une chose. Mais je pense quand même que ça peut être un match sympa et je te trouve vachement dur avec TJ Finlay.
Encore une fois, comme tu l'as dit, hein, c'est face à la défense de Texas A&M, donc pour moi, ça me voilà. Je le vois pas faire un gros match. Je suis navré, je le vois pas faire un gros match. Alors oui, il progresse de match en match, bien entendu, comme tu le dis, c'est un freshman. Enfin, il ne peut que progresser, mais ça reste voilà. Il a 65% de passes réussies, 4 TD, 3 inter. Bon, ça va un peu plus compliqué. Ouais, mais après, sur combien de tentatives? Parce qu'il utilise beaucoup ses jambes aussi. Il est à 57 sur 87. Donc, il n'y a pas un gros échantillon, ça, on est tout à fait d'accord. Maintenant, il offre aussi, par son gabarit, des opportunités que Miles Brennan n'offrait pas, notamment sur du short yardage ou en red zone, ou même en goal line plutôt. Donc, ils ont toujours leurs deux bons petits running, Davis Prince et John Emery Jr. Et en receveur, il y a toujours Terrence Marshall et Harry Gilbert qui sont des armes, enfin des vraies armes en tout cas. Donc non, je pense que ça me choquerait pas que ça se joue à moins de 10 points, tu vois. Même si je préférais que Texas A&M les éclate contre un mur, comme ça encore une fois, ça nous montre à quel point la défaite contre Texas A&M est une quality loss pour nous. Tu vois. On verra en tout cas, mais c'est vrai que c'est un match intéressant. À 1h du matin, ça se regarde très très bien. 1h30 du matin, Georgia qui se déplace du côté de South Carolina. 5 victoires de défaite pour Georgia. South Carolina, 2 victoires, 6 défaites. Toi, Guillaume, d'ailleurs, l'expert sec, même Val, si t'es là, ça sera pas un match. Enfin, tu sais, t'as des matchs qui peuvent même être serrés ou où il peut y avoir une grosse victoire d'une des deux équipes, mais ça sera pas un match beau à regarder, quoi. C'est pas un match. Ça sera pas un beau match. Moi, ce qui me fait surtout chier, c'est comme South Carolina a perdu leurs deux corner starters. Jesse Horn et Israël Mukomo, plus leur head coach Will Muschamp qui a été viré. Ça aurait pu être un bon test pour JT Daniels. Maintenant, il va encore jouer contre une défense avec des deuxième, troisième team, des Walcon, mes couilles. Donc, il risque de faire des. C'est vrai que c'est Daniels, j'ai zappé. Ouais. C'est vrai que c'est JT Daniels, t'as raison. Il risque de faire des grosses stats encore. Ça va continuer à s'enflammer parce que, enfin, mon avis encore, pour l'instant, il a joué réellement personne. Ouais, mais là, ton avis, c'est surtout parce que c'est le quarterback de Georgia. Avoue un petit peu. Grave. Non, mais je suis d'accord avec toi. On s'enflamme. Après, il y a des raisons de s'enflammer sur le mec, vu ce qu'il avait fait à USC dans un premier temps et ce qu'il faisait au lycée. Et moi, même à USC, alors, quand il était au lycée à Mater Dei, il n'y a aucun souci. C'était monstrueux ce qu'il faisait. Moi, à USC, je ne l'ai jamais trouvé impressionnant. Après, je ne vais pas vous mentir non plus, je n'ai pas regardé 800 matchs de JT Daniels à USC. Ouais, puis il avait une saison freshman dans les pattes, quoi, c'est tout. C'est ça, tu vois, donc c'est difficile de juger. Maintenant, moi, tout ce que je dis, c'est que j'aurais aimé voir face à Jesse Horn et Israel Mukwamo. On est d'accord, ouais. Et surtout qu'il y avait des super match-up avec les receveurs de Georgia. C'est ça, avec les Pickens, les Burton, les machins. Et en parlant de South Carolina et du départ du head coach Will Muschamp, j'ai commencé à voir quelques commits de South Carolina qui se sont mis à des commits. Voilà, et il faudra faire attention parce que dans la prochaine classe, je crois qu'ils ont un quarterback 5 étoiles, Gunnar Stockton. Ouais. Et c'est un gros prospect. Bon, on sait que South Carolina a toujours historiquement réussi à tirer des 5 étoiles top 10, voire top 5. Jadavion Clowney ou le mec de cette année, là, comment il s'appelle, Jordan Burch. Jordan Burch, voilà. Ça serait bien que celui-là, il ne file pas entre les doigts des Gamecocks. Surtout après, un QB. Vas-y, Elio. Oh bah non, j'allais passer au match suivant. Vas-y, dis-nous qui. Non, j'allais dire surtout parce que, en tout cas pour Muschamp, leur maintenant ancien head coach, on peut lui reprocher pas mal de choses. Maintenant, c'était un très bon recruteur et ça l'était déjà chez nous à Florida et il a continué à South Carolina. Donc, les recrues que South Carolina peut perdre éventuellement là, ça va pas être du 2-3 étoiles du fin fond du Montana. Ça peut être des grosses recrues. Ouais, et je précise, c'est un très bon recruteur, mais c'est aussi un très bon client des Prud'hommes. Aussi. Voilà. Comme on l'avait dit, là, il a touché 15 millions de dollars en indemnité de licenciement et à Florida, il avait touché aussi une grosse somme.
1h30 du matin, on termine ce top 25 là-dessus. Oklahoma qui se déplace du côté de West Virginia. West Virginia, 5 victoires, 3 défaites. On a tendance à les oublier, mais c'est pas mauvais pour les Mountaineers. Et Oklahoma, 6 victoires, 2 défaites. Bon, les amis, Spencer Rattler va quand même nous mettre des touchdowns. J'espère. Mais West Virginia, c'est le même discours toutes les semaines. Je me répète, c'est une équipe poil à gratter. On dit la même chose contre Texas et au final, West Virginia a failli gagner. Il y a encore ce duo Jared Dodge, Lady Brown. Donc attention, mais je vois quand même une victoire d'Oklahoma. Eh bien, très bien, tout le monde sur la victoire d'Oklahoma. Et encore une fois, bon maillot à toi, Hugo. Bon maillot payé par notre pote Baptiste, Oklahoma State, The Lonesome Cowboy. Alors, on parle tout de suite des matchs qui restent dans le Group of Five déjà, puis le Power Five. Juste un match à regarder dans le Group of Five en plus que ceux mentionnés de vendredi soir. Memphis qui se déplace du côté de Navy. Vous êtes un peu chaud sur ce match? Non, je ne regarderai pas. Mais du simple fait que Navy est très décevant cette saison. Mais Memphis va gagner haut la main. Voilà. Je suis du même avis par ça. Ouais, voilà, pareil. Voilà. Et puis, si vous voulez voir des passes, ne regardez pas le match de Navy. On va parler tout de suite de la SEC. La SEC, en match restant, eh bien, il y a cette Egg Bowl. Et oui, yes, c'est la rivalité entre les Cletus du Mississippi State qui se déplace du côté d'Ole Miss. Valentin, tu es là pour nous en parler. C'est samedi à 20h, non, 21h, je crois. Tu es là pour nous en parler, Val. Toi, comment tu sens Ole Miss et comment tu sens ce duel-là? Il va y avoir 50 000 passes dans le match. C'est ça, c'est le match des passes. Donc, si vous aimez bien les passes, il va falloir regarder ce match-là. Donc, à nous de produire un très bon match et surtout ne pas refaire la même erreur que la saison dernière. Vous savez un peu comment ça s'est passé. Globalement, c'est quand même des matchs qui se finissent avec 2-3 droites aussi dans la tronche. Donc, va falloir regarder tout ça. Et aussi 2-3 mecs qui pissent dans l'embut. Pissent dans la end zone. Un seul mec qui fait ça. Mais d'ailleurs, ce mec-là, il a 1 milliard cette année. Donc, je pense qu'il va peut-être nous en coller au moins 100. Enfin, j'espère. Au moins 100 contre Mississippi State. 100, c'est un petit match pour lui maintenant. C'est mais bon, moi, c'est une mi-temps pour lui. Moi, si moi mets 100, je vais pas dire non. Et du coup, l'équipe de Mississippi State qui est surtout en grosse galère, donc qui joue principalement à la méthode Lige, donc à la passe, donc ce qui est quand même un gros avantage pour nous, ce qui va enlever de la pression à notre D-line qui est catastrophique. Et ce qui pourrait bien nous arranger, du coup, surtout avec les bonnes saisons d'E.J. Finlay, notre DB et Haynes, le safety, et le retour de Otis Reese, que la NCA a enfin rendu éligible, mais il reste deux. Voilà. Ça sert à rien, mais bon. Il est éligible, c'est un safety 4 étoiles en venant de Georgia, c'est toujours ça. Voilà, du coup, nous, après en attaque, il va falloir faire attention principalement à Errol Thompson, le linebacker star de Mississippi State. Il y a aussi Spencer, le defensive end, qui peut nous poser quelques problèmes. Après, je ne m'inquiète pas des masses, honnêtement, sur notre attaque. C'est un match de rivalité, donc il va falloir faire attention à ne pas s'enflammer, à ne pas faire de conneries, à être serein et je pense, de toute façon, je pense pas qu'il joue au sol, McLeach. Donc, normalement, de ce côté-là, ça devrait aussi plutôt bien se passer. Alors, je pense honnêtement qu'on devrait avoir une victoire, peut-être pas facile, mais avec bien 10, 14 points d'avance à la fin du match. Et si on gagne ce match-là, ce qui nous mettrait à 3 victoires d'affilée, et la semaine prochaine, on joue à LSU. Donc, ce qui nous mettrait vraiment bien en confiance, et ça serait cool et de pouvoir passer à 5 victoires sur cette saison et peut-être créer l'espoir face à Texas A&M si on les joue en décembre. Je pense que ce sera le cas. Vous allez gagner. Enfin, en tout cas, c'est mon pronostic. Franchement, je pense. Ouais, pareil. Mississippi State, franchement, cette année, c'est. Oh là là, non, et puis même au-delà de l'adversaire, en plus. Je dois reconnaître que McCorral, il y a quand même
une nouvelle grosse équipe offensive dans la SEC et ça, c'est pas négligeable. D'ailleurs, on ne devrait pas le nommer le Egg Bowl, on devrait quand même le nommer le Covid Bowl, hein, parce que vous allez voir, les tribunes, encore une fois, ça risque d'être marrant. Du côté. Ouais, mais pour l'instant, ça c'est bien. Donc, mais je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais dans le Mississippi, pour l'instant, on a eu très peu de cas de Covid je parle sur les équipes de football. Hein. Et, parce que sinon, ils auraient interdit de toute façon les spectateurs dans les stades. Mais je crois, nous, on a eu 2 ou 3 mecs qui ont contracté. Enfin, c'est pas Après, énorme. c'est plus au niveau des fans, quoi. Je voulais dire, ouais, non, au niveau de Bah, l'équipe, moi, ça va. j'aimerais Mais, ajouter un truc, Elio, par rapport à Notre-Dame. Donc maintenant, il y a quelques semaines qui sont passées, on a eu quasiment aucun cas de Covid après l'envahissement de terrain. Donc certes, c'était débile, mais il n'y a eu aucune conséquence pour l'université de Notre-Dame. Félicitations. Donc voilà, Le ça joueur, a été on bien fait pas géré. pour les étudiants. Si, justement, parce qu'il y a eu une polémique et l'université a mis en place, a imposé une quarantaine à tous les étudiants et joueurs qui étaient dans le stade avec des tests et tout. Et il y a eu. Franchement, c'était hyper bien géré. Ok. Ouais, ils étaient obligés de rattraper le truc. Ah oui, c'était obligé. Ouais. Tant mieux, tu vois, Mais ils tant l'ont mieux bien après. fait, tu vois. Donc Ouais. ça pique pas de match. Ouais. On aura encore des supporters, c'est très bien. Voilà. Vaut mieux Parenthèse refermée. prévenir que guérir, mais bon, au moins ça a été bien géré derrière, ça c'est vrai, c'est une bonne chose. Vanderbilt qui se déplace du côté de Missouri à 18h, un grand match qu'on vous souhaite à tous de regarder. Missouri, non, il y a quand même le quarterback Connor Bazelak qui va trouver quelques touchdowns du côté de son receveur Damon Hazelton, juste voilà, si vous voulez un peu vous amuser à regarder ça. Et puis, c'est tout, hein, c'est tout. Les autres équipes sont déjà classées au niveau de la SEC. On passe tout de suite à la Pac-12, les matchs restants en Pac-12. Donc, on en a parlé brièvement, hein, mais vendredi à 22h, il y a Stanford qui se déplace du côté de California. Les deux équipes n'ont toujours pas de victoire, 0 victoire, 2 défaites. Mais encore une fois, toujours un beau match entre deux universités très prestigieuses et qui aiment bien un peu être rival pour ça, on va dire, du côté de la Californie. Hein. Stanford qui se déplace du côté de California, mais c'est Berkeley. Quand on dit l'université de Berkeley, qu'on en parle au niveau académique dans le monde, c'est très connu. Stanford, Davis Mills a surveillé, hein, l'ancien quarterback 5 étoiles. Sincèrement, moi, j'aime beaucoup ces tapes pour l'instant sur les deux matchs. Voilà, juste un petit match sympa aussi en Pac-12 du vendredi soir qu'on vous invite à regarder si vous êtes fan de Pac-12 en attendant le Oregon State d'1h30 du matin. Ouais. Et juste pour préciser, pour conclure avec ça, Stanford et California, ça fait 2 matchs ils ont eu des matchs annulés à cause de Covid, donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont que 2 matchs tous les deux joués, alors qu'on est en 4e semaine, qu'on sera en 4e semaine. À 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, donc à ne pas confondre avec vendredi à samedi. Samedi à dimanche, 2h du matin, Arizona qui se déplace du côté de UCLA. UCLA, une victoire, 2 défaites. Arizona, 0 victoire, 2 défaites. Mais des équipes quand même qui perdent, mais qui ne perdent pas de... Enfin, c'est pas moche, quoi. Voilà, ils perdent pas d'une mauvaise manière. Donc un match qui peut être aussi intéressant pour les couches tard, si jamais l'ouest des États-Unis les intéresse. Hein, le petit duel entre Tristan Robinson. Non, c'est quoi son... C'est Dorian Tristan Robinson, non? Dorian Thompson Robinson. Thompson Robinson. Dorian. Ouais, Dorian, ouais. Qui était le receveur de l'autre raté là, qui est parti d'Ohio State à Miami. Comment il s'appelle déjà? Tate Martell. Ouais, qui était le receveur de Tate Martell au lycée, hein, du côté de Las Vegas. Dans qui le était Nevada. 5 étoiles. Ouais, qui était 5 étoiles, ouais, exact. Et Arizona avec leur quarterback, un Grant Gunnell, on en parle chaque semaine, l'ancien détenteur du record de touchdown dans l'État du Texas au lycée. 4h30 du matin, Utah qui se dépasse du côté de Washington. Dommage que ce match soit aussi tard, à moins que vous ayez une vie de fou comme Robin, mais c'est vrai que c'est un match aussi qui peut être intéressant à regarder. Washington, 2 victoires, 0 défaites. Utah, une seule défaite avec le match face à USC la semaine dernière, qui était sur la même horaire d'ailleurs. Voilà, et puis vous pourriez avoir l'occasion de voir Washington, l'équipe qui a été évitée de justesse par BYU, les ogres, les Huskies, les méchants Huskies. Tout de suite, les matchs restants en Big Ten.
Eh bien, en Big Ten, nous avons droit à un Penn State-Michigan à 18h. Penn State-Michigan, dans un autre monde, ça aurait pu être un choc. Eh bien là, c'est le choc des équipes les plus nulles de cette conférence. Penn State, 0 victoire, 5 défaites. Michigan, 2 victoires, 3 défaites. Oui, Robin? Si jamais vous avez un même en tête, c'est le même, tu sais, genre, c'est moi où le monde il est à l'envers. C'est moi qui ai à l'envers. Et c'est vraiment, cette saison en Big Ten, c'est ça, t'as Indiana et Northwestern qui sont à deux doigts d'être en playoff. Et t'as Michigan et Penn State c'est la raclure de la Big Ten, c'est trop marrant. Et franchement, allez voir les classes de recrutement de ces dernières saisons, Penn State et Michigan, quoi. Genre, c'est des super grosses classes de recrutement. Mais merde, quoi, tu vois, je suis obligé d'employer ce mot, merde. Et puis en plus de ça... Stars don't matter. Ouais, carrément, parce qu'il y avait une stat qui était sortie, il montrait toutes les équipes qui ont battu Penn State, là, cette saison. Leur nombre de 4 et 5 étoiles comparé à celui de Penn State. Genre Penn State, ils en avaient je sais plus combien de plus, mais vraiment c'était un chiffre incroyable, quoi. Et mais n'empêche, 0 victoire, 5 défaites. En tout cas, un match poubellito à regarder à 18h si ça vous intéresse. À 22h, un petit Rutgers-Purdue qui peut se regarder pour les plus vaillants du côté de l'Indiana. Voilà, pour t'es dur. Pourquoi? Bah, ça va, Rutgers, ils sont assez excitants depuis ce début de saison. Et puis Purdue, t'as quand même des attractions au poste de receveur, quoi. Donc, c'est peut-être un match pour les gens qui aiment bien scouter les joueurs NFL. J'ai dit, vous pouvez regarder pour les plus vaillants. C'est-à-dire que vous pouvez regarder. Après, au niveau des receveurs, Purdue, Rondalmore, il joue pas. T'aurais pu dire les plus fins connaisseurs. Si, il est revenu. Ça se rejoint. Il est revenu, Rondalmore? Ouais, il est revenu. Mais Elio, en fait, les gars, mais pensez pas qu'Elio il connaît quelque chose, c'est le présentateur parce qu'il parle mieux que nous. Oh, l'enfoiré. Pourquoi on l'appelle Pascal Pro? Il connaît rien, mais il parle. Enfin, toi, t'appelles Bertrand Latour. Non, mais il a joué la semaine dernière. Vas-y, Gilles Verdès, c'est toi. Ouais, il a joué. Attends, je vais te retrouver ça, mais je crois qu'il a marqué même. Mais non. Attends, Purdue. Puis il n'y a pas que Rondale-Moore, il y a aussi David Bell qui fait un meilleur début de saison que Rondale-Moore. T'as Carla Fatis. Je l'ai vu passer, mais Rondale-Moore. Ah ouais, si. Mais c'est bizarre, il y a 2 semaines, il jouait pas parce que je me rappelle, dans un épisode, j'en parlais justement de ça. Ouais, mais parce que il avait pas opt-out, mais il ne jouait pas non plus les matchs. Il y avait une sorte de flou, sachant que c'était ça, il n'était pas totalement transparent sur sa situation. Donc voilà. C'est parce qu'il avait. Il avait opt-in derrière. Non. Ouais, ça oui. Et c'est pour ça que j'en parlais, parce que je trouvais ça bizarre qu'il joue pas alors qu'il était éligible. Par contre, c'était le match face à Minnesota et c'était vendredi soir. Et j'avoue que j'ai pas regardé un bout de ce match. Voilà. Et bref, en attendant que Guillaume retrouve les stats de Rondale-Moore, on va passer sur l'ACC, les autres matchs de l'ACC. Donc il y a NC State qui se déplacera dans le Dôme à Syracuse à 18h samedi. Qu'on soit clair, je pense que NC State va gagner. Ils ont fait un upset en battant Liberty la semaine dernière, donc voilà, NC State devrait gagner. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Louisville se déplace à Boston College, donc ça c'est plutôt un bon match, malgré le fait qu'il n'y ait pas de Javian Hawkins ou Tutu Atwell, je crois. Mais c'est un duel de quarterback, un match dans le match entre Cunningham et Jurkovic. 2 quarterbacks excitants où il y a beaucoup de déchets, mais qui font aussi des super trucs. Donc ça peut être un match un peu sexy à regarder. Bon petit match, carrément. Puis Duke à Georgia Tech. Duke ira à Georgia Tech à 1h du mat, donc ça je vous déconseille de regarder. Et Virginia ira chez l'ogre Florida State à 2h du matin. Donc là, Virginia, c'est pas le moment de déconner. Faut confirmer là vos dernières belles victoires. Il faut battre les Seminoles. Virginia, dont le DN outside linebacker Charles Snowden, qui risque d'être un joueur appelé lors du 2e jour de la draft. Ça y est, il a opt-out. Et il terminera pas la saison du côté de Virginia. Et oui, Guigui? Ouais, j'ai retrouvé les stats de Moore, donc il a fait ses débuts contre Minnesota la semaine dernière. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas vu du tout. Alors. Et il a juste fait un petit match à 15 réceptions, 116 yards, et 3 rushs, 20 yards et un TD. Putain, 3 fois rien. Ouais, quand même, hein. Non, mais j'avoue que j'ai juste vu la victoire de Minnesota et qui avait eu le problème d'arbitrage, mais j'ai pas creusé sur ce match. Sincèrement, ça m'intéressait pas et vendredi j'avais d'autres trucs à faire, quoi. Voilà. Et puis maintenant qu'on a vu toutes les Emmanuel Macron. on va passer
au dernier match de la Big 12. Alors, il y a un magnifique Kansas State-Baylor. Alors, préparez-vous, hein, parce que Kansas State, la semaine dernière, ils ont pris 45 points face à Iowa State. Et Baylor, cette année, c'est pas folichon, pour être poli. Et TCU qui va se déplacer à Kansas pour leur mettre une fessée, la fessée habituelle, la fessée du samedi dont on a tous l'habitude de regarder ou pas, parce que qui est assez fou dans ce monde ça commençait très mal, hein. Ça commençait hyper mal. TCU qui a donné vainqueur de 24,5 points par Vegas, donc... Bon, voilà. En tout cas, vous avez tous les matchs de ce week-end. On a essayé de vous décortiquer au mieux en un laps de temps tous ces matchs, mais c'est pas facile. N'hésitez pas à nous dire encore une fois ce que vous pensez du classement CFP qui est sorti mardi dernier. Encore une fois aussi, félicitations à toi Hugo pour ton maillot. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine. On se dit à lundi pour les reviews du week-end et pour voir si on a eu des petites surprises. En tout cas, merci de nous avoir écoutés comme d'habitude. On vous fait des bisous les auditeurs. À la prochaine. Salut. Et ciao, bonsoir. Ciao.